Bonjour à tous et bienvenue. On a donné à la salle une disposition un peu nouvelle, ça ressemble à une salle d'examen. Bon. On va donc parler de nos résultats 2009, juste sur le plan justement de la disposition de la salle. Bon, Denis et moi, nous allons nous partager une présentation. Denis, en réalité, va en faire l'essentiel. Et sont assis au premier rang François Pierson, Freddy Boucart, Véronique Veil et Gérald Darlin pour répondre aux questions plus précises et plus détaillées si vous en avez sur telle ou telle zone d'activité. Et on va essayer d'être synthétique parce qu'on sait qu'un certain nombre d'entre vous ont après des réunions similaires chez d'autres institutions de la place. Alors, les résultats 2009, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ben, on peut dire que c'est une année qui a été une année contrastée pour AXA comme pour l'économie mondiale, qui se termine certainement mieux qu'elle n'avait commencé et qui montre qu'AXA est un modèle solide et a des résultats solides. Le résultat net, comme vous l'avez vu, quadruple à 3,6 milliards. Il est vrai qu'il avait beaucoup baissé l'année dernière, mais il quadruple. Donc le groupe montre bien sa capacité de rebond. Ce qui me semble très important quand on se réfère à ce qu'était la situation dans laquelle, je dirais, l'ensemble de l'économie et le secteur financier étaient l'année dernière. Et quand on le regarde aujourd'hui, c'est que le modèle opérationnel, qui est celui que nous avons choisi depuis maintenant de très très nombreuses années, qui a consisté à se concentrer sur l'assurance et la gestion d'actifs, est un modèle dont vous devez bien constater qu'il a robustement traversé la crise. Le secteur de l'assurance en général et AXA en particulier ont traversé la crise en montrant leur solidité et leur résistance. Je crois que c'est un élément important parce qu'un certain nombre de gens se posaient la question l'année dernière à la même époque. Alors qu'est-ce qui nous permet d'affirmer ça? L'activité d'abord, elle a plutôt bien résisté. Même si le chiffre d'affaires est en légère baisse, qu'est-ce qu'on constate? Que le chiffre d'affaires en dommages continue d'augmenter, même si c'est modeste. Il a un peu baissé en vie parce que pendant la première partie de l'année, nos clients étaient averses au risque. Ils sont plutôt revenus dans la fin de l'année. Mais le chiffre d'affaires a bien résisté. La collecte en assurance vie a été fortement positive, 8,6 milliards d'euros. La valeur des affaires nouvelles, donc les marges, sont restées bonnes. Elles se sont même légèrement augmentées. Elles ont même légèrement augmenté. Le résultat opérationnel à 3,9 milliards d'euros, il est légèrement en retrait par rapport à l'exercice précédent. En fait, ça dissimule, Denis va vous l'expliquer, une augmentation très forte du résultat vie et une dégradation du résultat dommage qui est due à la fois aux événements climatiques et à la récession. Mais le résultat, donc, reste à un niveau élevé. Vous voyez que le groupe a une capacité à générer des profits récurrents qui est forte. L'élément suivant, le troisième élément qui nous semble très très important, c'est la solidité du bilan. Le ratio de solvabilité est à plus de 170%, donc on est revenu à des niveaux d'avant-crise en matière de solvabilité, et le taux d'endettement du groupe est un taux d'endettement qui baisse de 8 points à 26%. Alors bien sûr, il a été un petit peu aidé par l'augmentation de capital, mais même en dehors de l'augmentation de capital, le ratio d'endettement baisse. Donc le bilan du groupe est un bilan solide, son activité est une activité solide. Tout ceci, en réalité, nous permet de proposer un dividende en hausse significative. Par mesure de forte prudence, nous l'avions réduit très sensiblement l'année dernière. Nous proposons de repartir de l'avant. Ce que nous allons proposer à l'Assemblée générale, c'est de distribuer 55 centimes par action. Ça fait pratiquement 40% de hausse. Ça représente 40% du résultat courant de l'entreprise. Courant, or, je dirais, élément exceptionnel, et ça nous semble être bien calibré. Dernier point, l'embedded value, qui est quelque chose d'un peu plus technique, mais qui montre ce qu'est la valeur de la société. Cette embedded value, elle progresse de près de 50%,
à 13,40 € par action. Ça montre aussi que dès que les marchés financiers commencent à reprendre le chemin de la normale, eh bien, on voit bien que la solidité du groupe est là aussi démontrée. Donc voilà le paysage, un paysage qui est un paysage de sortie progressive de crise pour l'économie et les marchés financiers et de solidité pour nos affaires, avec un fort rebond de l'assurance vie, une érosion du résultat en assurance dommages et donc un certain nombre de mesures que nous sommes en train de prendre pour le redresser, mais au total, un paysage qui montre notre capacité à donner des résultats récurrents dans nos métiers de base que Denis va maintenant vous expliquer dans plus de détails. Merci Henri, bonjour à tous. Donc je vais passer avec vous à travers les différentes pages de cette présentation, en commençant par le chiffre d'affaires. Comme vous l'a dit Henri de Castres, le chiffre d'affaires est en légère baisse sur l'ensemble de l'année, 1% en courant, 3% à base comparable, c'est-à-dire périmètre et échange constant. La baisse en fait, du chiffre d'affaires se concentre sur l'assurance vie, même si on note une amélioration sensible au dernier trimestre, puisque le chiffre de l'affaire de la vie était en baisse de 6% sur les 9 premiers mois de l'année et qui est en baisse seulement de 4% sur l'ensemble de l'année. Le chiffre d'affaires baisse également sur la gestion d'actifs. C'est mécanique puisque les actifs gérés moyens ont baissé en 2009 par rapport à 2008. On est après la crise et pas avant la crise. Et puis, on a une petite croissance en assurance dommages qui est relativement satisfaisante dans un contexte de récession mondiale. Si on regarde l'évolution de notre chiffre d'affaires dans les grandes régions, ce que vous voyez sur la droite de cette présentation, vous voyez que la croissance la plus élevée est dans la région Méditerranée-Amérique latine, une croissance de 13%, qui est tirée par les très bons résultats du point de vue de l'activité en assurance vie en Italie, dans notre joint venture avec la banque Montepaschi. Le deuxième niveau de croissance est atteint par la France, qui fait mieux que le marché en vie comme en dommages et qui va continuer en 2010 aussi à recruter avec près de 2000 personnes, 2000 recrutements envisagés. À l'inverse, on note une baisse assez forte de l'activité aux États-Unis parce que aux États-Unis, on a privilégié la rentabilité des produits par rapport à la part de marché et on a accepté de perdre des parts de marché, mais on a été les premiers à repricer nos produits. Et on espère évidemment que cette baisse est temporaire. Si on regarde maintenant la collecte nette, on s'aperçoit qu'on a eu une collecte nette en progression en 2009 par rapport à 2008 sur l'assurance vie, ce qui est intéressant à noter parce que quand vous avez un chiffre d'affaires en baisse, vous pourriez vous attendre à avoir une collecte nette en baisse. Ça veut dire que nos clients sont aussi restés plus fidèles. Il y a eu moins de rachats sur les clients, ce qui fait que notre collecte nette, en dépit de la baisse du chiffre d'affaires, a progressé. En assurance dommages, pour les particuliers, on a engrangé à nouveau plus d'1 million de contrats en 2009. Donc on continue à gagner des clients. En revanche, en gestion d'actifs, on a eu une collecte nette négative de 71 milliards d'euros, assez négative en particulier aux États-Unis, chez Alliance Bernstein, dans la clientèle institutionnelle. Et là, c'est l'effet retard de la mauvaise performance de gestion de 2008. La performance de gestion s'est beaucoup redressée en 2009, mais il faut du temps pour que les clients passent d'une décision de vendre à une décision d'acheter. Maintenant, la valeur des affaires nouvelles en assurance vie. Les affaires nouvelles ont baissé de 11%. Ce chiffre négatif masque une amélioration de notre performance sur la fin de l'année, puisque la baisse des affaires nouvelles n'est que de 3% sur le deuxième semestre. La marge de ces affaires nouvelles, en revanche, a progressé de 14,5% à 18%, et leur valeur, donc, au total, a augmenté de 5%. Cette évolution cette progression de la marge, elle est due à une combinaison d'un mix d'activités
plus favorable du fait que justement de la retarification de nos produits de variable annuities aux États-Unis et de marchés financiers plus favorables. Elle est compensée en partie par le fait qu'avec la baisse des volumes, on a une augmentation des coûts unitaires, légère augmentation des coûts unitaires, parce qu'on n'a pas réduit nos forces de vente dans la même proportion que nos affaires ont diminué. Regardons maintenant le résultat opérationnel en assurance vie épargne retraite. Ce résultat a progressé de 51%, progression qui est la combinaison, enfin qui est due principalement au redressement des États-Unis, sur lequel je reviendrai. Aux États-Unis, vous vous rappelez qu'en 2008, on avait fait une perte sur la couverture de nos variable annuities qui apparaît dans la marge technique. Donc la marge technique était négative l'année dernière, a progressé d'1,9 milliard. Les deux autres postes, marge sur actifs et frais généraux, eux, se sont légèrement dégradés. La marge sur actifs s'est dégradée parce qu'on a continué à servir à nos assurés des taux crédités assez convenables, alors qu'on réinvestissait en obligations à des taux plus bas. Et donc, on a perdu à peu près 40 points de base de marge sur actifs. Les frais généraux, l'impact des frais généraux, il est négatif, principalement parce qu'on a amorti plus de coûts d'acquisition aux États-Unis. Et d'une manière générale, nos frais généraux, frais administratifs ont augmenté de 2%, alors que les ventes baissaient. Donc on a un petit effet ciseau négatif sur les frais généraux. On a été assez rigoureux dans les frais généraux, mais on n'a pas pu empêcher une légère dégradation de la situation de ce point de vue-là. Si on se focalise maintenant sur la situation américaine, vous voyez en haut à gauche qu'on est passé d'une perte sur l'assurance vie aux États-Unis en résultat opérationnel de 225 millions d'euros à un bénéfice de 545 millions d'euros. Les actifs gérés ont progressé de 9 milliards, donc on a aussi, je dirais, des bonnes nouvelles pour des perspectives favorables pour 2010. On a été assez rigoureux dans la retarification des produits, à la fois sur les variable annuities et sur les produits d'assurance vie traditionnels. Ça s'est traduit par une baisse de nos ventes parce que tous nos concurrents n'ont pas réagi avec autant de rapidité au changement des conditions de marché, et notamment à la baisse des taux d'intérêt. Donc on a une amélioration de la marge sur affaires nouvelles, mais on est pénalisé par une augmentation de nos coûts unitaires. Donc Henri vous a indiqué tout à l'heure qu'on avait lancé un nouveau produit qui s'appelle Retirement Cornerstone, sur lequel on compte beaucoup, qui est un produit dans lequel le risque pour l'assureur est fortement réduit par rapport à ce que nous avions avant, mais aussi il y a des innovations dans ce produit qui, nous pensons, devraient nous permettre d'avoir une performance supérieure en 2010. Et donc on est relativement optimiste sur la situation de nos affaires américaines. Si on passe maintenant aux résultats opérationnels en assurance dommages, c'est le point négatif de l'année 2009. Il a baissé de 30% par rapport à 2008. Notre ratio combiné reste bon à 99%. On continue à faire un profit de souscription, ce qui est tout de même une situation qu'il faut noter. Mais ce ratio combiné se dégrade de 3,6 points. Ce ratio combiné se dégrade de 3,6 points pour plusieurs raisons. Il y a d'abord eu des événements naturels. La tempête Kirill qui a touché... la tempête Klaus qui a touché la France et le nord de l'Espagne. On a eu aussi de la grêle en Suisse, on a eu des inondations et des tempêtes au Royaume-Uni. Donc on a eu, je dirais, plus qu'une année normale d'événements naturels, et ça représente 1,7 points de ratio de sinistralité. On a aussi une dégradation, et ça c'est l'effet de la récession, une dégradation de notre sinistralité courante de 1,7 points. Et puis on a continué à avoir des développements favorables sur les exercices antérieurs qui, je dirais, limitent la dégradation de notre ratio combiné. Les autres mouvements sont relativement faibles, donc je pense que j'ai commenté là les points principaux. François Pierson, avec ses nouvelles responsabilités sur l'ensemble de l'activité dommages, va s'attacher en 2010 et les années suivantes à améliorer
les marges techniques de nos activités dans l'ensemble du groupe et en particulier en Europe. On n'est pas resté inactif face à cette situation de dégradation et on a commencé à augmenter les prix en assurance dommage. On est obligé de le faire pour éviter cette dégradation. On les a augmentés un petit peu en assurance des particuliers, plus en assurance des entreprises. Et vous voyez dans le bas de ce tableau que les augmentations varient en taux selon les pays. L'Angleterre et l'Irlande, dans lesquelles la dégradation des conditions de marché avait été très très forte en 2008 et 2009, voient les augmentations les plus importantes. Les autres pays d'Europe ont des augmentations plus modérées. Si on passe à la gestion d'actifs, la gestion d'actifs voit aussi son résultat baisser de 40%. Là, je dirais que ce n'est pas du tout une surprise. Les actifs avaient baissé, je dirais les marchés avaient baissé de façon continue toute l'année 2008 et jusqu'en mars 2009. C'est logique que le résultat de la gestion d'actifs baisse puisqu'on prélève des commissions sur ces actifs qui ont nécessairement diminué. On a réduit nos frais généraux tout au long de l'année 2009 dans la gestion d'actifs, mais la baisse des frais généraux n'a pas suffi à compenser la baisse du chiffre d'affaires. La baisse du chiffre d'affaires est de 25%, la baisse des frais généraux est de 14%, donc vous voyez qu'il y a un effet négatif. Mais cet effet négatif sur 2009, il va, je dirais, il va se traduire par un effet positif en 2010, puisque quand on regarde sur la page suivante, donc les actifs de fin d'année 2009 par rapport aux actifs moyens, vous voyez que les actifs de fin 2009 sont supérieurs aux actifs moyens de la période. Donc on commence avec des actifs supérieurs alors qu'on a continué à baisser nos frais généraux sur toute l'année 2009. Donc on a un effet favorable auquel on peut s'attendre en 2010. Si les actifs progressent de 5% en 2010, le résultat devrait progresser de 10%, pour vous donner une idée de la sensibilité. Sur la droite de ce tableau, vous voyez l'évolution des actifs sous gestion par gérant d'actifs. Et vous voyez que chez AllianceBernstein, il y a eu cette décollecte de 53 milliards d'euros qui était beaucoup plus importante que la décollecte de 19 milliards chez AXA Investment Managers. Donc on a du travail à faire pour redresser la situation, mais encore une fois, la très bonne performance de gestion de 2009 chez AllianceBernstein laisse espérer un redressement de cette situation dans le courant de l'année 2010. Au total, le résultat opérationnel, toutes activités confondues, baisse de 6% à 3 854 millions, ce qui est un relativement bon résultat dans un environnement qui était très dégradé. Il y a eu un redressement, évidemment, des marchés depuis mars. Le premier trimestre a été particulièrement difficile et ça se traduit dans ce résultat opérationnel en légère baisse. Si on passe maintenant au résultat courant et au résultat net, le résultat courant baisse à peu près comme le résultat opérationnel, il baisse de 8%. Ce qui s'est passé sur ce résultat courant, c'est que les plus-values sont à peu près stables, à environ 700 millions d'euros. Il y a eu une forte baisse des provisions pour dépréciation durable qui sont passées de 2,8 milliards en 2008 à 1 milliard en 2009. Et les 2/3 de ce milliard avaient été enregistrés au premier semestre. Vous savez que pour les actions, une fois qu'on a fait une provision pour dépréciation durable, elle est faite de façon définitive et quand les marchés remontent, on ne reprend pas cette provision. Donc le redressement des marchés sur la deuxième partie de l'année, vous allez le voir dans l'augmentation des plus-values latentes. Le troisième élément sur ce résultat courant, c'est qu'en 2008, on avait bénéficié du profit sur la couverture de nos portefeuilles actions, qui représentait à peu près 1,6 milliard d'euros. Et ce profit ne s'est pas répété en 2009, puisqu'on a dénoué ces couvertures quand les marchés étaient très bas dans le premier trimestre 2009.
Et donc, si on les avait laissés en place, on aurait perdu ce bénéfice qu'on avait fait en 2008. On ne les a en fait pas laissés en place, on les a dénoués. Et donc, on a bénéficié du redressement des marchés, mais on ne renouvelle pas un profit de couverture comme celui qu'on avait eu en 2008. Sur les provisions pour dépréciation durable, je rappelle qu'on applique les règles les plus rigoureuses dans le marché, c'est-à-dire qu'on déprécie si les actions ont baissé de 20% ou pendant 6 mois, quel que soit le pourcentage. Et donc, on a eu moins de dépréciation en 2009 parce qu'on avait beaucoup moins d'effets retard que certains de nos concurrents. Le résultat net, lui, que vous voyez sur la droite, est passé à quadrupler, comme vous l'a dit Henri de Castres. Ce quadruplement, il est lié au fait qu'on n'a pas eu à subir l'effet du mark-to-market, donc de la mise en valeur de marché d'une bonne partie de nos portefeuilles obligataires. Et donc, on a eu, du fait du resserrement des spreads de crédit, alors qu'on avait subi une perte d'1,5 milliard d'euros sur ces portefeuilles en 2008, on a constaté un profit d'1,1 milliard d'euros en 2009, du fait simplement de ce redressement des spreads de crédit. On vous avait dit l'année dernière, une partie de notre résultat n'est pas économique. On peut dire aussi la même chose de cette année, c'est-à-dire que cet élargissement des spreads de crédit en 2008 qui nous avait affectés est compensé cette année par un resserrement des spreads de crédit qui remet, je dirais, simplement les choses à l'équerre. Et ceci parce que dans notre activité, on garde les titres pour le long terme et le mark-to-market n'a pas énormément d'intérêt. Dans ce résultat aussi, il y a une perte de couverture de 400 millions d'euros qui correspond à la stratégie que nous avions choisie de protéger nos fonds propres statutaires aux États-Unis pour éviter d'avoir à y remettre de l'argent si les marchés continuaient à se dégrader en 2009. Donc cette stratégie de couverture nous a coûté 400 millions. C'est le prix que nous avons accepté de payer pour ne pas avoir à renforcer encore les fonds propres américains en 2009. On avait dû les renforcer en 2008, comme vous vous en souvenez. Et on a choisi cette stratégie prudente. Ce redressement du résultat net vient évidemment conforter notre situation financière, que vous voyez là à travers les capitaux propres, qui passe de 37,4 milliards à 46,2 milliards. Donc, comme vous l'avez dit, Henri de Castres, dans l'introduction, on se retrouve avec des capitaux propres qui sont au-dessus de ceux de la fin 2007. On se retrouve aussi avec un matelas de plus-value latente de 4,7 milliards dans le bilan, donc compris dans ces 46,2, plus 2,6 milliards hors bilan, c'est les plus-values latentes sur l'immobilier, qui certes sont un peu moins fortes que celles à fin 2008, mais vous voyez que la dégradation de l'immobilier a été somme toute modérée. Donc si vous voyez sur la droite la décomposition de la progression des capitaux propres, c'est une variation des plus-values latentes pour 5 milliards, le résultat net de la période, l'augmentation de capital de 2,4 milliards pour faire l'opération australienne dont on vous a déjà parlé, diminuée par le dividende payé en 2008, et une augmentation de nos engagements de retraite. Ça, c'est lié, je dirais, à la situation de taux d'intérêt. La baisse des taux d'intérêt et taux d'intérêt spread de crédit compris nous fait augmenter nos engagements de retraite, principalement au Royaume-Uni. Ratio de solvabilité, donc solvabilité 1, en progression très forte puisqu'il passe de 127% fin 2008 à 171% fin 2009. Donc vous voyez qu'on retrouve les niveaux de solvabilité d'avant-crise et que ça nous permet de proposer un dividende, comme vous l'a indiqué Henri de Castres, en progression de 40%, mais évidemment encore très sensiblement inférieur au dividende de 2007, qui était de 1,20 € par action. Le ratio de solvabilité 2, mesuré par QIS4, c'est-à-dire l'étude d'impact numéro 4 qui avait été réalisée il y a 2 ans, progresse d'environ 150% fin 2008 à environ 185% fin 2009. Donc vous voyez aussi que par rapport à Solvency 2, en tout cas par rapport à la dernière étude d'impact, on est dans une position très confortable. Si on regarde maintenant le bilan du groupe dans son ensemble, le mouvement principal entre 2008 et 2009, c'est une diminution
de la trésorerie qui passe de 8 à 5% des actifs et une augmentation des investissements en obligations, à la fois obligations d'État et obligations corporate. On a moins de cash parce qu'on a, je dirais, moins de collatéral positif sur nos positions de couverture et on l'a réinvesti en obligations dans le courant de l'exercice 2009 en tirant parti du fait que, notamment sur les obligations corporate, les spreads de crédit étaient encore relativement élevés. Fin 2008, où il y a un an, tout le monde s'inquiétait beaucoup de la qualité des actifs dans notre bilan et on peut vous donner sur ce point des nouvelles assez rassurantes. D'abord, les actifs titrisés, les asset-based securities, la valeur de marché de ces titres, elle était à 69% du nominal à fin 2008, à 66% du nominal à la fin du premier semestre. Elle se retrouve à 70% du nominal en fin 2009. Donc vous voyez qu'on est à des niveaux de valorisation qui sont légèrement supérieurs à ceux de la fin 2008. L'immobilier a subi une perte de valeur au premier semestre, mais les valeurs d'immobilier de nos portefeuilles se sont stabilisées sur le deuxième semestre. Même chose sur le private equity, puisque là aussi on a subi une perte de valeur légère de 13% au premier semestre, et cette perte de valeur sur l'ensemble de l'année est de 15%. Donc vous voyez encore une fois une stabilisation des valeurs de ces actifs. Et sur les hedge funds, qui avaient connu pour la première fois une performance négative en 2008, on a retrouvé une performance positive en 2009. Enfin, Henri vous en a dit un mot à propos de la Grèce. On a une situation assez tranquille sur ce qu'on appelle les PIGS, donc les pays du sud de l'Europe, avec des expositions nettes qui sont très modestes quand on regarde le total de notre bilan. Donc on n'a pas d'inquiétude particulière sur les pays du sud de l'Europe qui ont défrayé la chronique au cours des dernières semaines. L'embedded value du groupe a fortement progressé, donc elle est passée de 9 euros par action à 13,40 €. L'embedded value, c'est quoi? C'est la valeur de portefeuille du groupe si on le mettait en run-off tout de suite. Donc c'est la valeur à la casse d'AXA, c'est 13,40 €. Si on pense qu'AXA a des perspectives de croissance, ça vaut plus que 13,40 €. Le dividende passe de 40 centimes à 55 centimes par action, donc une hausse de 38%, qui était venue après une baisse des 2/3 l'année précédente. Donc on a conservé une approche prudente, mais on pense que nos actionnaires ont été fidèles et méritent d'être récompensés pour cette fidélité. Voilà, je vous remercie et je rends la parole à Henri pour la conclusion. Pardon. Merci. Bon, le contexte en 2010, en fait, comment se présente-t-il? Bon, le paysage macroéconomique est relativement incertain, même si on a le sentiment qu'on commence à voir une sortie progressive de crise. Ce qui est important pour nous dans ce paysage, c'est de savoir si les marchés actions vont se stabiliser, plutôt le sentiment qu'on a. Quels vont être la pente et le niveau des taux d'intérêt, et est-ce que la volatilité va rester élevée? Bon, donc c'est un environnement économique qui est relativement incertain, qui est quand même sensiblement meilleur que celui de l'année dernière. C'est un cadre réglementaire en pleine évolution, moins peut-être que sur le secteur bancaire, mais parce que le secteur de l'assurance n'a pas connu les mêmes difficultés, mais néanmoins, toutes les discussions autour de Solvabilité 2 sont des discussions qui sont importantes pour nous. Nous restons sur la ligne que nous tenons depuis longtemps sur ce sujet, c'est-à-dire que le principe et l'architecture de Solvabilité 2 nous semblent bons, parce que c'est une mesure économique du risque
que, bien sûr, le calibrage, le réglage de Solvency II va être important. Et là, nous pensons qu'il y a de vrais vecteurs d'amélioration et nous espérons beaucoup. Nous avons le sentiment que la Commission européenne va s'attacher à ce que la directive se mette en place dans l'esprit et dans les règles de ce qui ont été votés par le Parlement européen, c'est-à-dire sans excès de conservatisme qui ne servirait à rien. Sur le secteur de l'assurance lui-même, bon, il nous semble que, encore une fois, le secteur le secteur a souffert dans ses bases d'actifs de ce qu'est la crise. Et quand on regarde devant nous, il nous semble que les perspectives sont plutôt des perspectives favorables. Parce que les taux d'épargne sont plutôt en train soit de rester à des niveaux élevés, notamment dans les pays d'Europe continentale, soit de remonter, comme aux États-Unis, que cette épargne, eh bien, elle correspond au fait que les gens ont besoin et savent qu'il faut qu'ils préparent leur retraite et les sujets qui peuvent émerger dans leur fin de vie. Il nous semble que sur cette épargne, ils vont plutôt chercher à avoir des protections ou des garanties, et que ceci, ça correspond bien à ce que nous savons faire. Donc sur l'assurance vie dans le long terme, après avoir vécu une tempête en 2008-2009, un peu comparable à ce qu'on vit parfois en assurance dommage, il nous semble que les perspectives sont plutôt des perspectives qui sont bonnes. Et l'assurance dommage, qui est le sujet sur lequel les résultats se sont dégradés cette année à cause des événements climatiques et de la récession, il nous semble là aussi que les perspectives d'amélioration sont des perspectives d'amélioration réelles. À la fois parce que la récession ne durera pas toujours et parce que sur le plan de la gestion du groupe, sur le plan des mesures techniques, nous faisons ce qu'il faut pour que les résultats techniques s'améliorent à nouveau dans les exercices qui viennent. Il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été faites, notamment en matière de prix. Peut-être petit mot de conclusion sur le secteur financier en général. Il nous semble qu'on réduit trop facilement aujourd'hui le secteur financier aux banques. Si on veut un système financier stable et qui contribue au développement de l'économie dans le long terme, les assureurs peuvent y contribuer. Et les assureurs ne sont pas sur le même modèle économique que les banquiers. La crise a démontré qu'ils n'avaient pas besoin de capital supplémentaire. Regardez les grands assureurs européens, ils ont traversé la crise sans dommage pour ceux qui sont restés concentrés sur leurs activités d'assurance. Il nous semble aussi que leurs bilans sont des bilans solides et, somme toute, contrairement à une idée généralement reçue, très transparents. Les bilans des assureurs sont, regardez le bilan d'AXA, pour pratiquement 98% en mark-to-market. Donc il n'y a pas de véritable incertitude sur ce qu'est la valorisation des actifs. Et je pense que ceci, c'est quelque chose que le marché est progressivement en train de comprendre et que les mouvements d'inquiétude qui avaient pu se manifester l'année dernière sont progressivement en train de se dissiper. Alors nous ne sommes pas dans une conjoncture florissante, mais nous avons le sentiment que dans cette sortie progressive de crise, l'assurance en général et AXA en particulier devraient tirer leur épingle du jeu. Une des choses qui nous rend très sereins et confiants sur l'avenir, c'est d'abord qu'AXA est devenu en matière d'assurance la première marque. Vous regardez les enquêtes, que ce soit Interbrand ou d'autres, AXA est devenue la première marque mondiale dans le secteur, ce qui illustre la confiance des clients. C'est confirmé par ce que sont les cash flows positifs. Et dans les pays développés comme dans les pays émergents, nous avons vraiment le sentiment que ceci doit nous permettre de continuer à nous développer sur les modèles qui sont les nôtres depuis longtemps. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Et maintenant, nous sommes là avec Denis, François, Freddy et le reste de l'équipe pour répondre à vos questions. Qui veut poser la première? Oui? On va vous apporter un micro. Bonjour, Holger Ahlich, Handelsblatt, Presse économique d'Allemagne. Trois questions. La première sur la gestion d'actifs. Est-ce qu'on peut avoir une prévision, pas une prévision, mais une explication? Qu'est-ce que vous allez faire pour redresser la situation? Vous avez stabilisé le encours grâce au marché, mais le collecte net est négatif. Ça, c'est pas du tout satisfaisant. Et vous expliquez dans votre communiqué une sous-performance chez Allianz Bernstein en 2008 et c'est une expertise de gestion AXA IM en 2009.
Donc, quelles sont les actions que vous avez prises et est-ce que ça pourrait s'améliorer en 2010? Sur l'assurance dommage, là, nous sommes où dans le cycle? Est-ce qu'il faut attendre encore une augmentation de dommages en 2010 et allez-vous réagir avec une hausse de prix? Et dernière question sur AXA APH, l'opération bien en cours. Vous êtes où dans vos négociations avec NAB pour reprendre la totalité de cette activité? Merci. D'accord. On va répondre aux trois questions. Sur la gestion d'actifs, c'est ce que Denis a expliqué. Les décollectes sont le résultat d'une performance qui n'était pas satisfaisante en 2008, performance de gestion, notamment sur AllianceBernstein. Il ne vous a pas échappé que nous avons changé le CEO d'AllianceBernstein à la fin de l'exercice 2008. Nous avons le sentiment que sur AllianceBernstein, l'accident de mauvaise performance est quelque chose qui n'était pas dû à des défauts graves du modèle, mais plus au fait que quand on était investisseur dans leur spécialité en 2008, on avait une surexposition financière qui a joué négativement. Peter Krauss a fait un travail très très approfondi avec l'ensemble de l'équipe d'AllianceBernstein. Les performances de gestion sur l'ensemble de l'exercice 2009 sont redevenues entre bonnes et très bonnes. Il va évidemment falloir un peu de temps pour que les clients s'en rendent compte et reviennent, mais c'est quelque chose qui, je dirais, nous donne confiance pour l'avenir. Si on regarde d'ailleurs les clients en gestion privée et les mutual funds, ce sont deux secteurs sur lesquels la collecte est revenue à l'équilibre. La collecte est encore négative sur les institutionnels, mais sur la gestion privée et les mutual funds, c'est pratiquement revenu à l'équilibre. Il faut rajouter une chose, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous avons en 2009 perdu des actifs parce que beaucoup de clients sont sortis des catégories de placement à risque, si on peut dire, pour aller sur des instruments monétaires et que nous n'avons pas, parce que ce sont des activités à très très faible marge, de support monétaire. Avec le retour de l'appétit pour le risque, nous pensons que les clients progressivement vont revenir sur les produits. Sur AXA IM, c'est le même sujet. Il y a une performance décevante sur Rosenberg, sur les actifs gérés par AXA Rosenberg. Après des années d'excellentes performances, les équipes de Dominique Carrel-Billard se sont employées avec les équipes d'AXA Rosenberg à identifier le sujet, à mettre en place un certain nombre de mesures de correction. Nous espérons que ça va se voir en matière de performance et là aussi que progressivement, les sujets vont se régler. Sur l'assurance dommage, François, est-ce que tu veux dire un mot sur les mesures qui ont été prises et sur les perspectives de redressement des ratios combinés? En sachant quand même que, souvenez-vous, on vous avait dit que notre intervalle en assurance dommage, c'était entre 95 et 100. Nous ne sommes pas sortis de cet intervalle, nous sommes à 99 et nous pensons que c'est quelque chose qui va se redresser. Oui, mais tu es resté dans la même ligne. D'abord, il faut quand même pas dramatiser, en dessous de 100, 99. Et puis, on se compare une année, l'année précédente, qui a été une année exceptionnelle pour AXA en dommages, et particulièrement en France, où on avait fait des résultats techniques qui étaient sans précédent. Donc, on se compare d'abord à une excellente année 98. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on voit, c'est que la sinistralité 99, c'est pas une sinistralité... Enfin, les résultats... 2009, pardon. Excusez-moi. 2009, ce n'est pas une sinistralité structurelle, je veux dire. C'est quelque chose de conjoncturel qui sont liés d'abord à des événements climatiques exceptionnels, mais surtout à une distribution de sinistres exceptionnels. C'est-à-dire que dans les tempêtes, dans les grêles, ça, on est resté en dessous de nos rétentions. Alors que quand on compare ça avec des tempêtes de même nature dans le passé, c'est-à-dire on avait aussi fait appel à la réassurance. Alors quand on regarde 2009, on s'aperçoit qu'en fait on a tout gardé pour nous. Et si on
on additionne, enfin, si on regarde juste la France, parce que c'est l'Europe qui a beaucoup souffert de ces tempêtes, évidemment, Denis l'a dit, mais en France, on a à peu près 200 millions d'euros de climatique dans notre charge technique. Donc, le reste de la dérive, évidemment, il est lié à une hausse de la sinistralité courante, et particulièrement en automobile. Et ça, c'est vrai pour la France, c'est vrai aussi pour le reste de l'Europe. Il y a une circulation plus accrue en 2009. Il y a eu un mix produit qui a changé, c'est-à-dire on a vendu des assurances par rapport aux automobiles qui étaient achetées, c'est-à-dire les automobiles de moins de puissance, donc avec des tarifs inférieurs. Donc ça, c'est aussi à noter. Voilà. Donc c'est pas le portefeuille qui est structurellement déséquilibré, qui a montré ses faiblesses en 2009, qui montre la détérioration du résultat. C'est à la fois la crise, donc plus des véhicules à assurer qui sont, si je reste que sur l'automobile, de moindre importance, mais aussi les événements des climatiques. Alors comment on peut lutter contre ça? D'abord en croisant les doigts. On ne va pas avoir des tempêtes comme Klaus tous les ans, puisqu'elle est dite, alors on ne sait plus, hein, si elle est dite trentenaire, en tout cas tous les 10 ans, mais en tout cas, normalement, on va y échapper. Hein. Donc celle-là, les Act of God, Dieu va être sympathique avec nous, les assureurs, en 2010. Ça, c'est la première partie. Puis la deuxième partie, on va être sur le risque du particulier. Vous avez vu la distribution de l'augmentation des primes, et notamment sur les primes moyennes. On va augmenter dans chacun de nos pays nos primes moyennes, tout en étant évidemment très attentif à essayer à vouloir conserver nos clients. Donc c'est par la segmentation du portefeuille qu'on veut y arriver, c'est-à-dire qu'on va augmenter un peu plus les clients qui le méritent et un peu moins ceux qu'on a vraiment envie de garder. Bon, ça, c'est ce qu'on est capable de faire en tant qu'assureur un peu sophistiqué dans la maîtrise de nos risques du particulier. On a déjà commencé. Sur janvier, on voit le résultat. C'est un résultat qui est en ligne avec ce qu'on a programmé. Maintenant, pour le reste aussi, de façon à si on regarde le risque corporate et les risques d'entreprise, on va là instaurer là aussi un principe d'augmentation de tarifs sur des risques dits très, très, très vulnérables, mais aussi des revues de portefeuille qui feront qu'on sera encore un peu plus sélectif que dans le passé, dans la maîtrise de nos opérations. Donc, pour résumer, on aura une croissance faible en 2010 sur le dommage, c'est notre prévision. Cela dit, on aura, je crois, une action très positive sur le redressement technique. Croissance faible, mais croissance. Hein, dans certains pays, il n'y a pas de raison de s'en priver. Et maîtrise technique très, très, très rigoureuse un peu partout. Voilà. Merci François. Denis, tu veux répondre sur APH? Donc sur APH, vous vous rappelez que nous avions fait alliance avec AMP, qui est la première société d'assurance vie australienne, que nous avions fait une offre, que nous avions fait notre meilleure offre vers la mi-décembre, et que cette offre a été, je dirais, dépassée par une offre de NAB, National Australia Bank, juste avant Noël. Cette offre de National Australia Bank avait la particularité qu'il faisait l'hypothèse qu'AXA rachèterait les actifs asiatiques de notre filiale australienne aux mêmes conditions que celles que nous avions négociées avec AMP. Nous n'avons pas discuté avec National Australia Bank avant le 6 février, qui était la fin de notre période d'exclusivité avec AMP. Depuis le 6 février, nous avons engagé des discussions avec NAB. Par ailleurs, vous avez peut-être noté qu'il y a un peu plus d'une semaine, il y a environ une semaine, l'autorité de contrôle des concentrations, contrôle de la concurrence en Australie, a émis un premier avis sur l'opération qui avait été proposée par AMP. Et au lieu de l'approuver ou de la refuser, l'autorité de la concurrence a posé des questions complémentaires qui s'appliquent à l'ensemble des acteurs du marché, donc AMP, NAB et les autres. Et l'autorité de contrôle de la concurrence dira le 17 mars si elle autorise
l'opération d'acquisition par AMP, l'opération d'acquisition par NAB, les deux, aucune. Donc il y a encore une incertitude qui pèse sur la possibilité de la fusion entre les deux sociétés australiennes. À supposer qu'une de ces deux fusions soit possible, nous avons toujours une grande chance d'acquérir les actifs asiatiques au prix sur lequel nous étions mis d'accord avec AMP. Mais je pense que c'est une opération qui va nous laisser en haleine pendant encore quelques semaines. Donc rien de définitif sur le sujet. Il faut que vous suiviez les nouvelles de l'Australie pour savoir ce qui se passe. Et nous restons confiants sur notre capacité à acheter les actifs asiatiques au prix que nous avions indiqué au mois de décembre. Question suivante. Oui. Bonjour, Attilio Geroni sur le 24 Ore. Êtes-vous pleinement satisfait du niveau de la coopération avec Montepaschi? Et deuxième question, y a-t-il selon vous des possibilités de croissance non organique sur le marché italien et notamment êtes-vous intéressé à Fondiaria Sai? D'abord, nous sommes extrêmement satisfaits de la coopération avec nos amis de Montepaschi. Quand vous regardez le détail du résultat, vous verrez que la croissance de l'activité en Italie a été de près de 60%, 55% l'année dernière en assurance vie, qu'elle a été forte aussi sur la partie assurance dommages avec Montepaschi. Je crois aussi que nos amis de Montepaschi sont très heureux. C'est une illustration excellente de ce qu'une banque et une compagnie d'assurance peuvent intelligemment faire ensemble. C'est-à-dire la banque a porté sa connaissance du marché local et l'accès à ses réseaux, et la compagnie d'assurance a porté la sophistication de ses produits. Je crois que c'est vraiment une très bonne opération parce que les clients de Montepaschi sont satisfaits et il me semble que les deux opérateurs le sont. Donc nous sommes très très heureux de cette collaboration. Et nous avons une très très bonne qualité d'entente avec nos amis de Montepaschi. Je vous rappelle d'ailleurs que M. Moussari siège au conseil d'administration d'AXA et que le patron de notre filiale commune est lui-même au conseil d'administration de Montepaschi. Donc c'est une très très belle... nous sommes très 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 contents de cette affaire parce que ça illustre parfaitement ce que l'on peut faire intelligemment sur le marché italien. Alors, est-ce que nous sommes intéressés par des opportunités de croissance en Italie? Vous savez que depuis des siècles, les Français regardent toujours l'Italie avec amour, que la qualité des aventures qu'ils y trouvent est parfois inégale. Mais nous, pour l'instant, ça se passe très bien avec Montepaschi. Nous regardons ce que sont les possibilités et nous ne faisons jamais aucun commentaire sur des sujets particuliers. Oui, bonjour, je suis Marie-Noëlle Blessic de l'AFP. J'ai juste deux petites questions. Combien vous a coûté la tempête Klaus? Première question. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'assurance vie en France l'année dernière? Vous avez dit que vous vouliez recruter 2000 personnes. François, tu veux prendre ça? Alors, Klaus, enfin à la fois sur la France et sur l'Espagne peut-être, et puis prendre la vie en France. L'Espagne, c'est... Bon, en France, c'est 125 millions à peu près. Voilà, la tempête Klaus en net de réassurance. En Espagne, on rajoute une petite cinquantaine de millions. Donc voilà, on est à un chiffre arrondi de 170. Donc c'est quelque chose d'assez significatif. Puisque dans le passé, quand on regardait ce genre de distribution de sinistres après tempête,
on avait en pourcentage quand même beaucoup plus de sinistres qui étaient cédés aux réassureurs. Bon, on est content pour eux cette année, mais voilà l'effet du chiffre qu'on met dans notre résultat, une distribution exceptionnelle de tempêtes assez bizarrement, assez bizarre. Maintenant, la deuxième question, c'était... Sur l'assurance vie en France et sur les recrutements. Sur l'assurance vie en France en 2009, là, pour le coup, on a fait donc une croissance qui est largement supérieure à celle du marché. Si on compare, si on distingue dans les deux grands marchés de l'assurance, l'assurance vie, c'est-à-dire la vie individuelle et la vie collective, on est dans les clous, dans le marché, en croissance en vie individuelle, et on surperforme le marché sur la croissance en collective. Dans la collective, il y a certes la retraite, mais il y a aussi la progression des contrats la progression des contrats de prévoyance, prévoyance santé, où on a fait un très très bon développement, et en même temps, je veux dire, des développements qui sont accompagnés de marges techniques tout à fait satisfaisantes. Voilà, ça c'est ce qui a été fait en 2009 sur l'assurance vie. Et après, il y a les recrutements. En 2009, ce qu'on peut dire, c'est que quand on regarde la photo, c'est qu'il y a plus en 2009 de gens qui ont un contrat avec AXA, de salariés qui ont un contrat avec AXA qu'il y en avait en 2008, en France. C'est clair ou c'est pas clair, hein, parce que si j'additionne les commerciaux salariés, les administratifs, tous ceux qu'on a recrutés, particulièrement sur les commerciaux salariés, si je retranche ceux qui sont partis de commerciaux salariés, mais aussi de personnel administratif, eh bien le résultat de ces effectifs en France, donc salariés en France, c'est qu'on a un apport, une augmentation du nombre de personnes travaillant avec un contrat de travail pour AXA en France en 2009 qu'on en avait en 2008. Donc malgré les emplois qu'on a créés ailleurs qu'en France, eh bien, en France, on a augmenté le nombre de salariés travaillant pour AXA. On a évidemment aussi augmenté le nombre de distributeurs, c'est-à-dire agents généraux, mandataires, employés d'agents, c'est-à-dire la force de frappe d'AXA. Mais ceux-là, ils portent bien les couleurs d'AXA, mais ils n'ont pas de contrat de travail avec AXA. C'est pour ça que je faisais la différence. En tout cas, des deux côtés, les effectifs ont augmenté. Voilà, donc on a créé des emplois supplémentaires. Alors évidemment, ça n'a pas été des emplois par centaines. Hein. Le net, je ne l'ai plus en tête, mais il doit tourner autour de, je ne sais pas, c'est d'une centaine de personnes, de salariés en plus par rapport à l'année précédente. Mais c'est l'engagement qu'on avait pris devant notamment nos partenaires sociaux. Cet engagement, on l'a tenu en 2009 et on tiendra aussi en 2010. Oui, mais parce qu'il faut faire la différence entre le brut et le net. Ah, ça, c'est on est créateur net d'emplois et on recrute au-delà de ce que sont les remplacements. Et on recrute plus de commerciaux, bien sûr, que d'administratifs. Excusez-moi, je répondais à la question classique et pas forcément à la vôtre, c'est vrai. La question classique, c'est vous recrutez beaucoup, d'accord, mais il y a aussi beaucoup de gens qui partent. Donc, à la sortie, il y a moins de gens qui travaillent pour AXA qu'à l'entrée. Or, c'est faux, on recrute beaucoup, et à la sortie, il y a encore plus de gens qui travaillent pour AXA. Voilà. Ce qui ne nous empêche pas de progresser en termes de productivité, puisqu'on a beaucoup plus de clients. Je voudrais juste revenir sur les tempêtes, une seconde simplement, pour faire un commentaire général. C'est notre métier de venir indemniser des clients quand ils ont subi un dommage. En 2009, les tempêtes, elles n'ont pas été que financières. Il y a eu Klaus et Kirill. Et je pense que ce sont des moments importants pour nous en termes de qualité de service et de capacité à démontrer que notre métier est utile à nos clients dans la durée. Et si vous regardez ce qui s'est passé après les tempêtes de 99, il y a 10 ans, hein, eh bien, je dirais, la qualité de service des assureurs a été mieux perçue parce que beaucoup de gens avaient eu l'occasion concrètement de la voir à l'œuvre. Donc ces événements qui sont effectivement pas très plaisants pour le compte d'exploitation, ils sont pour nous l'occasion de démontrer que ce qu'on fait est utile. Et on ne rougit pas, au contraire, on est plutôt fiers de ce qu'on a fait pour essayer d'indemniser rapidement et très correctement l'ensemble de ceux de nos clients qui ont eu en 2009 à souffrir.
Question suivante. Oui, bonjour, Géraldine Vial. Juste pour continuer sur le sujet des tempêtes, est-ce que ça va quand même vous amener à modifier la nature de vos programmes de réassurance ou pas? Première question. Deuxième question sur les États-Unis. Est-ce que vous pourriez peut-être être un peu plus précis sur votre produit Cornerstone, oui. Et sur les pertes de parts de marché, enfin, comment vous comptez faire pour regagner du terrain, sachant que si j'ai bien compris quand même, certains de vos concurrents américains n'ont pas les mêmes contraintes comptables et n'ont pas procédé aux retarifications que vous avez effectuées. Voilà. Et troisième question, en dommages, il y a une petite matrice là dans vos slides avec l'évolution des tarifs. Est-ce que vous pouvez quand même nous donner, même si ça signifie pas grand-chose, une augmentation de tarifs moyenne? Certains concurrents ont communiqué sur un prix moyen. Donc même si ça ne signifie pas grand-chose, est-ce que vous pouvez nous donner une petite indication là-dessus à titre de comparaison? Merci. Alors, 3 questions. Je demanderai peut-être à Denis de répondre sur les augmentations, ou Denis ou François de répondre sur les augmentations moyennes et sur les programmes de réas. Sur les parts de marché aux États-Unis, sur Cornerstone, sur le repricing. Nous avons une vigilance sur la profitabilité de nos affaires qui est forte. Et je dirais des normes comptables qui font apparaître peut-être plus vite que les normes comptables américaines ce que peuvent être les sujets en période de volatilité très importante des marchés sur la profitabilité des affaires nouvelles que l'on souscrit. C'est ça qui nous a conduit à réagir très rapidement en termes de pricing sur les produits américains de vieille génération. Il y a des concurrents qui, je dirais, n'ont pas la même rapidité de réaction. Notre produit, du coup, devient, toute chose égale d'ailleurs, un peu moins compétitif. Nous perdons à court terme des parts de marché. Ça n'est pas quelque chose qui nous affole. C'est-à-dire, nous souhaitons vendre, mais nous souhaitons vendre à des conditions de profitabilité qui soient bonnes pour l'actionnaire et qui tiennent compte de ce qu'est le nouvel environnement. On a repricé. Tout le monde ne l'a pas fait. Ceux qui ne l'ont pas fait engrangent des affaires à des prix qui ne sont pas forcément extrêmement satisfaisants. Un jour ou l'autre, ils finiront bien par corriger. Cornerstone, qui est le nouveau produit, pour l'exprimer en termes simples, sa différence principale par rapport au produit actuel, c'est qu'au lieu d'offrir un taux garanti fixe, il offre un taux garanti variable et qui, je dirais, montera si les taux d'intérêt montent. Pourquoi faire cela? Et qui baissera bien sûr si les taux d'intérêt baissent. Parce que ça présente 2 avantages par rapport à la situation actuelle. Il nous semble que le risque auquel sont exposés les clients dans les années qui viennent, c'est plus un risque de remonter des taux d'intérêt longs qu'autre chose. Remonter des taux d'intérêt longs, à la fois parce qu'il va bien falloir financer tous les déficits et les besoins de financement de l'économie, à la fois parce qu'il y a quand même probablement un petit risque d'inflation avec les politiques monétaires accommodantes, et que être dans un produit dans lequel le taux garanti est figé pour l'éternité à 5%, si les taux longs montent, c'est pas très très séduisant. Donc avoir des taux qui sont variables, qui partent d'un niveau qui est plus faible, mais qui sont variables éventuellement à la hausse, c'est meilleur pour le client. Et il se trouve qu'en matière de coût de fabrication des garanties, c'est aussi meilleur pour le fabricant, parce que ces garanties sont moins chères à fabriquer que dans un produit dans lequel le taux est fixe. Donc il nous semble que c'est une bonne occasion de concilier les intérêts et d'offrir à des clients des produits qui correspondent mieux à ce que seront leurs soucis et leurs attentes dans les années qui viennent. Alors on va voir comment ça se passe. Le produit va sûrement mettre un petit peu de temps à s'acclimater, mais les premiers éléments qu'on a nous semblent plutôt positifs. Augmentation moyenne et programme de réassurance, qui veut se lancer? Donc, la première chose à dire sur l'augmentation moyenne, c'est qu'en 2009 déjà, on a légèrement augmenté nos prix de 0,5% en moyenne sur l'ensemble du portefeuille. Donc ça veut dire que on n'a pas attendu de découvrir les mauvais résultats, les résultats moins bons de l'assurance dommage en 2009 pour commencer à réagir. Mais quand on augmente les prix dans la deuxième partie de l'année, ça ne se traduit pas de façon significative sur le résultat de l'année, puisque ces primes acquises, elles ne sont acquises qu'au fil du temps sur un contrat qui fait 12 mois. Sur l'année 2010, on s'attend à une augmentation moyenne, je dirais, qui est entre 2 et 3%. Sur la politique de réassurance, on n'a pas changé pour 2010
la structure de nos programmes de réassurance. Donc la structure est inchangée. Ça ne dit pas que François Pierson ne va pas regarder ça en 2010 pour les années d'après, mais en tout cas, le programme 2010, finalement, il a été arrêté entre septembre et décembre 2009. Il a la même structure que les programmes 2009. Je vais rajouter un mot sur les États-Unis pour dire deux choses. Il y a effectivement deux différences entre AXA et nos concurrents américains. La première, c'est qu'on a pris en compte en 2008 la totalité des pertes correspondant à la situation économique exceptionnelle de 2008, alors que les normes US GAAP permettent d'étaler cette perte dans le temps, et donc du coup le redressement du résultat de nos concurrents américains se fait sentir de façon beaucoup plus étalée. Quand vous regardez les résultats des assureurs vie américains en 2009, ils ne sont encore pas extraordinaires, ils ont encore un stock de moins-value latente obligataire très important, et ils ont encore fait passer certaines pertes de leur programme de variable annuities dans leur résultat 2009. La deuxième différence, c'est que je dirais, nos règles internes de risk management sont assez rigoureuses, et elles reposent sur, je dirais, un environnement qui est le même que celui de l'embedded values, et un cadre de référence qui est un cadre de référence market consistent, donc où on valorise l'ensemble des options et des garanties que nous donnons à nos clients. Et sur le produit Retirement Cornerstone, il y a les caractéristiques qu'a indiqué Henri. Et il y a une autre caractéristique, c'est que le client peut choisir d'avoir une partie de son portefeuille sous forme de mutual funds sans garantie et une autre partie avec des garanties. Et il peut à tout moment choisir de passer de la partie non garantie à la partie garantie, avec bien sûr des fees, des chargements qui seront différents. Donc c'est un produit qui est beaucoup plus flexible, beaucoup plus modulable, et qui a été lancé en décembre dans le réseau d'agents, et pour l'instant donne de bons résultats dans le réseau d'agents. Il ne sera lancé dans les réseaux tiers qu'à partir du printemps, et donc il faudra probablement attendre la fin du deuxième trimestre, voire le troisième trimestre, pour en voir le plein effet. Non, il n'est pas prévu pour l'instant de décliner ce produit ailleurs dans le monde, parce qu'il répond aussi aux caractéristiques fiscales du marché américain, et donc on n'a pas éprouvé le besoin à ce stade de le décliner ailleurs dans le monde. Question suivante. Oui. Bonjour, Lionel Garnier, Le Revenu. Vous nous faites mention de votre confiance sur la question des obligations d'État et votre faible exposition sur les PIGS. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu votre sentiment sur cette crise des obligations d'État, de la dette publique, et éventuellement, est-ce que vous avez mis en place des couvertures, est-ce que ça change des choses en matière d'allocation d'actifs sur vos portefeuilles ? Écoutez, si vous regardez les portefeuilles, il doit y avoir un slide qui montre qu'on a à peu près 400 milliards d'actifs sur les fonds généraux. Sur ces 400 milliards d'actifs, il y en a un peu plus de 300 qui sont 83%, je crois exactement, qui sont des obligations, pour moitié des obligations corporate, pour moitié des obligations d'État. Comme on vous l'a dit, l'exposition sur les pays latins du Sud, on va dire, enfin latins, la Grèce c'est pas un pays latin, mais sur les PIGS, c'est au total un peu plus de 20 milliards d'euros en brut et 10 milliards d'euros en net. Donc vous voyez que c'est une exposition très modérée. Il n'y a pas de couverture particulière sur ces risques-là. Il nous semble là aussi qu'il y a parfois sur les marchés des peurs qui sont des peurs... comme il y a des emballements irrationnels, il y a parfois des peurs irrationnelles. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un véritable sujet à traiter sur la Grèce. Ce que nous regardons avec attention, c'est est-ce que les dispositifs communautaires et les dispositifs de la zone euro vont appliquer une véritable discipline sur des États qui n'ont pas respecté les règles. Je pense qu'il peut en sortir quelque chose de positif. Moi, je n'ai pas de doute sur le fait que l'euro résistera. Je ferai observer une chose extrêmement simple, c'est que tout le monde sait qu'aux États-Unis, par exemple, le comté d'Orange a fait faillite et que la Californie est dans des difficultés considérables sur le plan financier. Personne ne pense que le dollar va éclater. Bon, la situation de l'Europe, elle n'est pas, ou de la zone euro, elle n'est pas essentiellement différente.
On a un pays qui représente un peu moins de 3% du PIB, qui a besoin de cesser ses artifices comptables et de se gérer sérieusement. Je pense que cette crise est l'opportunité de montrer que les dispositifs communautaires peuvent conduire à une meilleure gestion des États. Si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Alors ça n'arrivera pas tout de suite, mais il me semble que ce qui se met en place va plutôt dans ce sens-là. Et qu'à l'inverse, je veux dire, une espèce de solidarité benoîte et aveugle, sans exigence, serait un très mauvais exemple. Parce que ça pourrait dire, ou ça pourrait vouloir dire, qu'on peut se gérer un peu n'importe comment sans en supporter les conséquences et que ce sont toujours les bons élèves qui vont payer. Je pense qu'on ne sera ni dans la solidarité aveugle, ni dans l'égoïsme, qu'on sera dans une ligne qui me semble assez claire, qui est celle qu'ont pris à la fois les banquiers centraux et les gouvernements, qui est une solidarité conditionnelle. Et je trouve que c'est la bonne, et si c'est ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et pour l'Europe et pour l'euro. Bonjour, Anne de Guigné au Figaro. Je me demandais, vous avez évoqué un effet récession pour expliquer en partie la détérioration du ratio dommage. Et je me demandais si on pouvait un peu détailler cet effet. Je vais le prendre, Vas-y François. L'effet récession, augmentation de la sinistralité auto, augmentation de la sinistralité sur les PME, PMI. Quand on prend le ratio combiné, la dégradation du ratio combiné, en fait, il y a le groupe et il y a les pays qui ont subi plus particulièrement la tempête. Donc voilà. Donc si le groupe, on a, Denis l'a montré dans la slide, on a à peu près 1,7% de dégradation du ratio combiné dû aux effets climatiques, dû à la tempête, quoi, en fait, principalement. Si on prend la dégradation sur la France, c'est beaucoup plus important dans la dégradation du ratio combiné français, c'est-à-dire on est à 99, on était l'année dernière à 93, quelque chose comme ça, donc on a à peu près 70% qui sont entre 60 et 70%, pardonnez-moi l'approximation, mais allez, 65% qui sont dus aux événements, à la sursinistralité climatique. On a donné les ordres de grandeur sur la tempête, mais il y a aussi de la sursinistralité grêle. Alors c'est vrai que l'hiver, c'est toujours l'hiver. Mais là, on parle de sursinistralité par rapport à des hivers moyens. Donc voilà, maintenant on va parler des 40 autres pourcents de la détérioration de la sinistralité qu'on qualifie due à la récession. Alors, on peut faire l'addition, est-ce que c'est dû à la récession ou est-ce que c'est dû à d'autres facteurs qui sont très identifiés sur le risque automobile. Après, on verra si ça s'appelle récession ou pas. Sur le risque automobile, les Français consomment, et ça se voit à peu près de la même façon ailleurs en Europe. On a conduit beaucoup plus parce que le prix du pétrole a baissé. Voilà, ça c'est un fait. Alors, pourquoi est-ce que c'est dû à la récession ? Enfin bref, le prix du pétrole a baissé, donc et on voit sur les autoroutes notamment une augmentation très très forte des entrées des péages. C'est-à-dire donc augmentation de la circulation. La deuxième chose qu'on peut constater, c'est sur l'automobile toujours, et après je passerai un commentaire sur d'autres branches, on a une aggravation du nombre des sinistres, de la fréquence des sinistres matériels, pas corporels. Il y a une baisse de la sinistralité corporelle, il y a une baisse fort heureusement d'ailleurs des tués en France, en automobile, mais par contre il y a une augmentation de la fréquence matérielle et de l'importance de ces sinistres matériels. Donc non seulement on a une aggravation, une augmentation de la circulation, une augmentation de la fréquence, mais on a une augmentation de l'intensité de la sinistralité, c'est-à-dire du coût moyen des sinistres. Alors est-ce que les conduites, enfin l'augmentation de la circulation est consécutive à la crise?
c'est plutôt l'opinion qu'on a, c'est-à-dire que sur les mois de vacances, on va rentrer dans des exégèses, mais qui sont quand même dus à des observations statistiques. Hein. C'est pas les locaux, enfin les habitants de l'Europe ont moins voyagé qu'avant. D'ailleurs, vous regardez les résultats des compagnies aériennes, ils sont restés plus chez eux, ils ont donc circulé plus. Voilà pourquoi, bon, ça c'est la première chose. Hein, et on peut effectivement appeler ça dû à la crise. La deuxième chose, c'est que le comportement des assurés, eh bien, a été de faire appel, je dirais en mots choisis, à l'assureur le plus possible. Hein, c'est-à-dire qu'un comportement qui s'est révélé, je ne dis pas déviant, je n'ai pas prononcé ce mot-là, je veux dire que les assurés n'ont jamais oublié de faire appel à leur assureur dès qu'ils pouvaient le faire. C'est-à-dire, c'est qu'un comportement qui était différent des années précédentes, où on ne faisait pas réparer les petits sinistres parce que, voilà, on n'avait pas envie d'immobiliser sa voiture. Là, tout sinistre a été demandé en indemnisation. Dans la plupart des programmes des assureurs, vous avez pour fidéliser les clients des programmes où sur les premiers sinistres on n'a pas de franchise. Voilà. Donc là aussi les assurés augmentant. Et pourquoi on n'a pas de franchise sur le premier sinistre? Parce que généralement on conduit bien quand on a un bon assuré. Bon, enfin bref, donc j'ai expliqué qu'il y a une hausse de la fréquence. Et là, chaque premier sinistre, on a payé, les assureurs ont payé les sinistres des assurés parce qu'ils sont sans franchise le premier. Le second, dans quelques compagnies, sur quelques marchés, l'est aussi. Ça dépend de la durée, je veux dire, de la qualité de bon conducteur du client en question. Bon, le troisième, clairement, il est avec une franchise, et là, celui-là, il n'est pas déclaré. Donc là aussi, on peut appeler ça la crise. C'est pas un mot jeté par hasard. Maintenant, quand on regarde sur le risque d'entreprise, on a une augmentation de la sinistralité en entreprise, notamment des incendies, notamment des vols, sur le risque d'entreprise, mais aussi sur le risque du particulier en habitation, une augmentation sensible de cette sinistralité. Voilà, voilà l'explication qu'on peut donner. Je la donne principalement, évidemment, pour le marché français, mais c'est la même observation qu'on fait sur les autres marchés européens dans la détérioration du résultat technique. Donc il n'est pas... Et pour AXA, là je reviens vraiment sur AXA, pour nous, c'est pas une bonne nouvelle de 2009. Cela dit, il faut quand même limiter le commentaire qu'on en fait, parce qu'on est en fait on est au niveau qu'on avait en 2004, et on était en 2004, tout le monde applaudissait le ratio combiné d'AXA. Bon, d'accord, mais c'était comme ça, donc c'est loin d'être dramatique. Et la deuxième chose que je veux faire, c'est pas structurel. Notre portefeuille, il ne génère pas structurellement de mauvais résultats. On va corriger ces choses-là en 2010 et 2011. Oui. Christian Schubert, Frankfurter Allgemeine. Je me demande si je peux vous tenter de faire un commentaire sur Allianz, hein, votre plus grande... Non. C'est un concurrent prestigieux, respectable, oui, tout à fait. Mais vous qui traverse bien la crise, mais c'est à eux de présenter leurs résultats. Mais quand même, alors, qui a traversé mieux la crise? À vous d'en juger. À vous d'en juger. Leurs activités d'assurance, on va dire que leurs activités d'assurance ont probablement, je ne sais pas, on va voir ce que sont leurs résultats, mais bien traversé la crise comme les nôtres, qu'ils avaient un modèle qui n'était pas, le même au début de la crise, qui maintenant commence à ressembler au nôtre parce qu'ils se sont séparés d'activités bancaires, voilà, sur lesquelles chacun d'entre vous aura son jugement. Ce qu'on constate, c'est que nous avons pratiquement la même capitalisation boursière aujourd'hui à moins d'1 milliard près, alors qu'il y a 10 ans, il y avait des écarts considérables. Voilà. Question suivante. Oui, c'était pour préciser la question précédente. Je voulais savoir quelles améliorations donc, du ratio combiné vous escomptez suite aux actions que vous allez mener. Et est-ce que vous pouvez préciser le résultat opérationnel pour la France et donc l'impact de la sinistralité? Le résultat opérationnel pour la France, vous devez l'avoir quelque part dans les annexes. Ça, on va vous le donner en fin de séance. Sur le ratio combiné, ce qu'on a affiché, c'est que notre politique, c'était d'être entre 95 et 100 en fonction de ce qu'est l'évolution du cycle.
On est à 99, parce qu'on est plutôt vers le bas du cycle. Ce qu'on va faire, ce qu'on souhaite, ce qu'on pense que l'on vous montrera l'année dernière, c'est quelque chose qui repart de 99 dans l'autre direction. Ça ne reviendra pas à 95 tout de suite, soyons-en sûrs. Mais en revanche, on aura une amélioration très vraisemblablement dès l'année prochaine. Ce à quoi on va s'attacher, c'est à améliorer en 2010 le ratio combiné courant. Parce que vous avez peut-être pu noter dans nos documents qu'on a un ratio qu'on appelle tous exercices de 99%, mais qui se décompose en un ratio combiné de l'exercice courant qui est de l'ordre de 104%, et ce qu'on appelle des bonus sur exercice antérieur, dont des développements favorables sur les réserves que nous avons en place pour payer les sinistres des années antérieures. Ces bonus pour exercice antérieur sont importants en 2009 et ils étaient importants en 2008. On pense qu'ils seront un peu moins importants en 2010 et on doit donc s'attacher à améliorer notre ratio de sinistralité courante avec notamment des actions sur les prix qu'on vous a développés assez largement, sur la gestion des sinistres par ailleurs. On a une politique dans laquelle on réserve la première année de façon très conservatrice et dans les années suivantes, on montre des bonus. Mais c'est vrai qu'on a eu des années relativement favorables en termes de bonus. On continuera à en voir. Comme l'a dit Denis, l'important en 2010, c'est le ratio courant qu'on espère faire baisser sensiblement. Question suivante. Est-ce que vous pouvez préciser, enfin éclairer un petit peu sur la perte opérationnelle de votre pôle bancaire ? Ouais. Je pense qu'il n'y a pas énormément... Oui, qui veut parler ? Freddy. Oui, alors notre banque est d'abord une petite banque et qui est, disons, aujourd'hui très largement centrée sur la Belgique. Alors je vous rappelle que notre stratégie bancaire, ça a été de créer une série de succursales bancaires dans essentiellement les pays de l'Europe du Nord ou dans la région de l'Europe du Nord et qui visait à étendre le modèle que l'on avait déjà en Belgique. Alors, créer une succursale, mais ça coûte cher puisque vous devez, disons, développer un système informatique, vous devez mettre une infrastructure en place, même si notre modèle est relativement léger. Eh bien, nous avons créé l'année dernière une succursale en Suisse, nous en avons créé une en Tchéquie, une en Slovaquie. Les frais de développement qui représentent, je dirais, entre 10 et 15 millions d'euros par banque que nous créons dans un nouveau pays, ont grevé le résultat opérationnel du pôle bancaire. Alors la seconde chose que je voudrais souligner, c'est qu'il y a un reflet de la crise bancaire. Nos banques sont exclusivement des banques de détail et qui visent en tout premier lieu à récolter l'épargne à court terme. Cette épargne à court terme, eh bien, une fois qu'elle est chez nous, notre modèle est de suggérer des investissements à plus long terme et de la transformer. C'est la fameuse pompe aspirante foulante dont je vous avais parlé au cours des années précédentes. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? Eh bien, beaucoup d'institutions bancaires n'ont plus eu accès au marché interbancaire, ont eu peur de leur funding et elles ont surpayé les dépôts à court terme. Prenez le marché français, prenez les marchés étrangers. Il n'était pas rare de trouver des offres pour de l'épargne sur des livrets sous formes diverses qui se trouvaient à 2,5, 3, 4, parfois 5%. Quand vous avez des taux du marché à court terme qui sont de 0,5%, c'est évidemment une situation concurrentielle extrêmement difficile. Et donc, elle se normalise, elle est en train de se normaliser, mais on a connu une période où la banque de détail, en tout cas sur le dépôt, avait une situation concurrentielle difficile et ça a pesé, bien entendu, sur les résultats, même si c'est certainement mitigé par le fait que nous avons des politiques de gestion actifs-passifs qui couvrent en partie ce risque. Merci. Il y avait une question au fond, tout à l'heure. Non, oui. Pour ne pas que le micro soit toujours mobilisé devant.
Bonjour, Séverine Solier, La Tribune. Je voulais vous interroger sur Solvabilité 2. Vous avez indiqué tout à l'heure que la crise avait démontré que les assureurs n'avaient pas eu besoin de capitaux supplémentaires. Or, il ne semble pas tout à fait que les régulateurs soient de votre avis. Est-ce que vous êtes optimiste sur les exigences qui vont être testées dans le cadre du QIS 5 qui va arriver très prochainement ? Oui, je crois qu'il faut être nuancé sur ces sujets-là. Je vous rappelle d'abord que la Commission a dit de façon très claire que, de son point de vue, l'exercice Solvabilité 2 ne devait pas conduire, enfin, qu'il n'y avait pas de besoin, a priori, de capital supplémentaire sur l'assurance. Alors ensuite, les régulateurs, et on n'est pas encore dans QIS 5. Les superviseurs. Pardon ? Les superviseurs. Les superviseurs, pardon, oui, tu as les superviseurs peuvent se livrer à des exercices de tests de sensibilité extrême. À la fin, il faudra bien revenir sur ce qu'est le texte voté par le Parlement européen. Les superviseurs, ils ne vont pas inventer un solvabilité 3 ou 4. Hein. Il y a un cadre extrêmement précis qui a été fixé par le Parlement européen, qui est que la solvabilité doit être mesurée avec un horizon d'1 an et une probabilité de défaut de 0,5%, c'est-à-dire un événement bicentenaire. Il faut donc avoir le capital suffisant pour résister à un événement bicentenaire, pas à un événement bimillénaire. Hein. Donc tout ça va probablement progressivement rentrer dans l'ordre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous, ce n'est pas tellement une question d'architecture, c'est une question de calibrage. Hein. Et sur le calibrage, il va y avoir des réglages. Et je dirais les discussions sont actives entre l'industrie, le CEIOPS, la Commission européenne, mais il a été manifesté très très clairement et par la Commission et par le Parlement européen que le cadre dans lequel on se situait, c'était le cadre du vote de la directive et pas un autre cadre. Voilà. Donc ça prendra probablement un peu de temps, mais nous ne sommes pas très inquiets sur l'issue des discussions. Oui. Un sujet complètement différent. La Grèce a optimisé ou manipulé, comme on voulait, sa situation de la dette avec l'aide de Goldman Sachs. Au même moment, Goldman Sachs était le leading bookrunner pour vendre la dette grecque aux institutions institutionnelles comme le vôtre. Est-ce que vous avez déjà fait une enquête interne? Dans quelle mesure vous avez peut-être été trompé? Est-ce que vous envisagez peut-être de recours contre Goldman Sachs dans cette question-là? Ce sujet ne nous concerne pas. Voilà. Autre question? Est-ce qu'il y a des questions au téléphone? Il ne semble pas y avoir de questions au téléphone. Dans ces conditions-là, s'il n'y a pas de dernière question dans la salle, je vous propose de lever la séance. Merci de votre attention.